Je pense que comme moi, vous êtes toutes et tous d'une façon ou d'une autre passionnés par la moto. Et la passion de la moto, ça peut revêtir plein d'aspects différents. Pour certains, c'est la liberté, le fait d'avoir l'impression de ne pas jouer selon les mêmes règles que tous les autres. Ça peut être aussi l'appartenance à une communauté, voire même une famille. Puis aussi des sensations de puissance, de vitesse, de ne faire qu'un avec sa machine ou avec les éléments. Mais je pense qu'on est toutes et tous encore une fois d'accord pour dire que au sein de ces écrins de fourches, de suspension, de réservoirs, de guidons, etc., etc., il y a une chose qui est vraiment pour énormément de personnes, eh bien, la raison principale de la passion de la moto, ce sont les moteurs. Et à une époque où l'électrique se développe de plus en plus, et encore, vous me verrez défendre bec et ongle l'électrique, non pas juste pour son côté utilitaire, mais aussi pour le plaisir et la passion qu'il peut véhiculer, eh bien il est vrai que nos bons vieux moteurs thermiques sont quand même un vecteur très important d'émotion. Et aujourd'hui, je vais vous livrer mon top 10 de mes moteurs préférés. Attention, pas des architectures, mais vraiment des moteurs spécifiques qui ont été intégrés dans une ou plusieurs machines et qui m'ont vraiment marqué à un moment ou à un autre de mon histoire de motard. Et vous allez voir que ces moteurs, eh bien, ils ne sont pas toutes et tous, enfin tous surtout, eh bien, de la même architecture, de la même marque. C'est un voyage à travers énormément de machines. Donc ça va être très intéressant. Bien évidemment, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. On va commencer sans plus tarder avec une sorte de place d'honneur qui n'est pas dans le top 10 mais qui est juste à l'entrée et dont je ne pouvais faire l'omission tant eh bien, ce cœur a marqué toute l'industrie moto et d'une façon absolument indélébile. Je fais référence à la Honda Goldwing et à son 6 cylindres à plat si iconique. Cette moto qui existe depuis plus de 50 ans et qui a vu son architecture évoluer au long du temps. Elle n'a pas toujours été équipée d'un 6 cylindres à plat. Eh bien, elle est aujourd'hui dotée d'un des cœurs les plus incroyables de toute l'industrie moto. Parce que le 6 cylindres à plat de la Goldwing, c'est un monument. C'est une œuvre d'art. Autant dans ses dimensions, puisque je vous le rappelle quand même, aujourd'hui, ce moteur, il fait quand même 1833 cm3. Il développe pas une puissance gigantesque, on est environ à 120 chevaux, mais 170 Nm de couple, et pour une machine qui est absolument iconique, on est vraiment sur la Goldwing, sur une moto, regardez, avec l'évolution du temps, de la GL1000 de 1975 à toutes les itérations, la Goldwing c'est peut-être la moto la plus américaine de Honda. C'est une machine absolument intemporelle et le fameux test de la pièce que les ingénieurs de Honda s'amusaient à faire où ils plaçaient une pièce sur la tranche des cylindres du moteur et ils démarraient la machine et ils donnaient des coups de gaz et la pièce ne tombait pas. Bref, le 6 cylindres à plat de chez Honda, c'est un moteur qui est absolument incontournable, qui a, comme je vous le disais, marqué, même pas l'industrie, mais l'histoire même de la moto. Et je me devais de le mettre dans ce classement en place d'honneur parce que il a fallu que je me batte pour trouver justement quel moteur faire rentrer ou ne pas rentrer dans ce classement. Tout a été fait au chausse-pied. Donc voilà, on commence assez fort et vous allez voir que on continue aussi extrêmement fort puisque à la 10e place de ce classement, donc vraiment à la toute fin, et ce n'est absolument pas lui faire injure tellement ça a été compliqué, rentre un autre monument absolument gigantesque. Je fais référence au 6 cylindres en ligne de la K1600 GT de chez BMW. Et alors là, pour le coup, comme pour la Goldwing, ce moteur n'existe que pour cette machine, décliné en quelques versions, K1600B, K1600 GT, K1600 GTL, il n'empêche que ce moteur qui est directement dérivé du savoir-faire automobile de BMW, puisque, je vous le rappelle, BMW sont quand même l'un des meilleurs motoristes au monde. Ils font des moteurs qui sont absolument fous. Et bien sûr, le 6 cylindres en ligne de la K1600 GT fait partie des légendes absolues de l'industrie. Encore une fois, un moteur qui est complètement fou, qui mise beaucoup sur le côté un petit peu, on va dire, velouté, mais qui, pour cette machine-là spécifiquement, est dotée de caractéristiques qui n'ont rien à voir avec la Goldwing. Notamment au niveau de la puissance, on est à 118 kW, ce qui donne quand même 160 chevaux. Donc on est sur quelque chose d'autrement plus dynamique et sportif et surtout 180 Nm de couple. C'est absolument phénoménal. Cette machine, elle est vraiment
ultra impressionnante et c'est bien évidemment au service d'une des routières les plus incroyables de l'histoire. Il est vrai qu'aujourd'hui, on lui donne un petit peu la préférence à la R1300 RT parce que c'est vrai que c'est une moto qui est un peu plus polyvalente et surtout plus technologique. La K1600 GT n'a pas tant évolué que ça. Mais dans la noblesse du cœur, oui, effectivement, la K1600 GT avec son 6 cylindres en ligne, elle est absolument incontournable et je peux vous dire que ça fait vraiment partie des moteurs les plus extraordinaires de l'industrie moto et aussi l'un des plus atypiques parce que finalement, les 6 cylindres, on n'en voit pas tant que ça. Comme je vous l'ai dit, il y a la Goldwing, il y a la K1600 et pour les machines de grande série produites en très grands exemplaires, eh bien, ce sont les deux seuls. Voilà, donc maintenant, on va passer à autre chose. On va aller dans des architectures un peu plus petites, un peu plus ramassées. On va essayer d'en donner pour tous les goûts. Et là, on va aussi partir sur ce qu'il est vrai, à mon sens, un véritable monument de l'industrie moto, tant ce moteur a vécu depuis sa sortie il y a plus de 13 ans maintenant, quasiment sans une ride, sans évoluer d'un iota en termes des chiffres qu'il fait mettre en avant et qui aujourd'hui c'est le porte-étendard de sa marque pour le meilleur comme pour le pire. Il s'agit du CP3 de la Yamaha R9 mais aussi de toutes les gammes neuves de chez Yamaha. MT-09, XSR 900, XSR 900 GP, la Tracer 9, le CP3, c'est le moteur qui a engendré la fameuse campagne Dark Side of Japan et le retour des MT, les Master of Torque, qui existaient avant déjà dans d'autres machines comme la MT-01 et la MT-03. Ici, le CP3, c'est encore une fois, c'est un phénomène tellement ce moteur a bien vécu et survécu déjà à l'évolution de toutes les normes de pollution qui ont existé, mais aussi à être intégré dans énormément de modèles. On le voit ici sur la Yamaha R9, qui est la nouvelle sportive, la plus puissante, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire de chez Yamaha, vendue et homologuée pour la route, avec ses 119 chevaux et ses 93 Nm de couple. Mais regardez un petit peu, si on va regarder toutes les machines qui sont pourvues du CP3, on va retrouver forcément la R9, mais on va aussi retrouver la MT-09, on va retrouver la XSR 900 et 900 GP, mais on va aussi retrouver les Tracer 9 GT et GT+. Bref, ce CP3, c'est vraiment un moteur absolument emblématique et à mon sens, il se devait d'être dans ce classement tellement, c'est vraiment un moteur exceptionnel qui a traversé les âges. Pas autant bien évidemment que la Goldwing, pas autant que le 6 cylindres en ligne de BMW est absolument iconique, mais vraiment méritait quand même d'être mentionné ici. Alors maintenant, on va rester sur quelque chose d'assez similaire au niveau de l'architecture. Par contre, mes amis, on gonfle les chiffres. Et alors là, on va vraiment sortir la poudre à canon et envoyer, mais d'une force assez peu commune, avec un moteur que j'adore, à la 8e place de ce classement, on va retrouver le 3 cylindres en ligne de la Triumph Speed Triple 1200 RS. Et alors là, vraiment, j'adore ce moteur. Il est absolument exceptionnel. Le 3 cylindres de la Speed Triple, c'est déjà l'un des rares moteurs dans cette catégorie de machines à exhiber cette architecture-là, à savoir vraiment ce 3 cylindres. Pour le coup, tous les autres Hyper Roadsters sont soit en 4 cylindres, soit en bicylindre, mais elle, c'est vraiment la seule à venir se positionner sur ce segment. Et ce moteur, il est à beaucoup d'égards pour moi parfait. Il a à la fois le côté un peu musculeux dans les bas régimes d'un bicylindre, mais aussi l'allonge d'un 4 cylindres et surtout une sonorité qui est unique, un peu métallique comme ça. Et sur la Speed Triple 1200 RS, c'est un régal à conduire. Alors sur cette machine-là particulièrement, on est à 183 chevaux sur la dernière version, des quantités de couple très généreuses, plus de 128 Nm sur une version qui est un peu plus généreuse en termes de cylindrée par rapport aux autres Hyper Roadsters, dont la plupart sont aux alentours de 1000 cc. Là, sur cette machine, on est à 1160, donc on augmente comme ça en termes de cylindrée sur la moto. Et donc, vous voyez, vous avez ici tous les chiffres, 183 chevaux, 128 Nm, et vraiment, c'est un régal à conduire. Ce moteur, il faut l'essayer une fois dans sa vie parce qu'il est vraiment
exceptionnel et je pense qu'il trouve vraiment le juste milieu entre le couple, la puissance, l'allonge, le côté immédiat. C'est vraiment un régal à rouler. Et donc, c'est encore une fois un moteur, il fallait que je le cite parce qu'il est à mon sens vraiment, vraiment exceptionnel. Et donc, on va continuer sur ce classement et vous allez voir que, eh bien, on passe sur autre chose d'extrêmement démonstratif encore une fois. Et là, je vais vous le dire tout de suite, ce moteur, je n'ai jamais eu autant l'impression qu'une moto en voulait à ma vie qu'avec ce moteur-là. Je n'ai jamais eu une sensation d'accélération aussi brutale sur une durée, on va dire, aussi courte, mais aussi impressionnante. C'est véritablement une claque que j'ai pris quand je l'ai essayé. Et encore quelques années plus tard, et encore quelques années plus tard, et encore aujourd'hui, la gifle est toujours aussi violente. Je fais référence au Testa Stretta de la Diavel 1260. Et oui, pas la Diavel V4, mais l'ancien modèle, ce bicylindre qui crache le feu. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais vécu. C'est simple, la Diavel 1260, c'est une moto qui littéralement en veut à votre vie. Quand vous tournez la poignée, gaz en grand, toute assistance désactivée, c'est absolument démoniaque, démentiel. Là, vous l'avez ici dans sa version Lamborghini, qui est vraiment une version ultra limitée, mais c'est absolument fou. Et alors bien sûr, la Diavel, c'est une machine emblématique chez Ducati. Elle a été remplacée maintenant par la version V4, mais qui est à mon sens plus polissée, très probablement plus efficace, et avec des temps peut-être, si on la mesurait sur des chronos sur circuit, eh bien meilleurs, comme c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de machines modernes aujourd'hui. Mais par contre, en termes de sensations pures, en termes de ce qu'elle est capable de délivrer, c'est vraiment absolument exceptionnel. Et ma première vraie frayeur en moto, mais quand je dis une vraie frayeur, elle a été avec cette machine-là. C'était au tout début de ma période de motard. J'avais fait le déplacement jusqu'à une concession Ducati. J'avais emprunté une Diavel 1260 pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et sur une bande blanche, en novembre, j'ai ouvert un tout petit peu et j'ai vu pour la première fois la coque de la moto dans mon rétroviseur. Elle a vraiment fait une équerre et je me suis fait très très peur ce jour-là. Et vraiment pour le coup, c'est une machine à ne pas mettre entre toutes les mains parce que ce Testa Stretta, c'est un moteur absolument légendaire et je l'adore. Il est vraiment exceptionnel. Donc si vous avez l'occasion un jour de tester ça, vous verrez, c'est vraiment très très bien. Alors, il y a bien évidemment plein d'architectures, de moteurs qui existent, mais je vous avoue que là, je ne vais pas être extrêmement original. On va monter dans un truc encore plus fou, vraiment. Pour le coup, sur beaucoup d'aspects, c'est un moteur qui fait passer à la 7e place de ce classement, 6e place de ce classement, même ça passe, eh bien le moteur qu'on vient de voir pour un jouet. Ni plus ni moins. Vous allez me dire, mais comment on peut faire passer le moteur d'une Diavel pour un jouet? Eh bien c'est simple, vous prenez déjà la cylindrée globale, vous la multipliez par 2, vous rajoutez des quantités absolument infinies de puissance et de couple, et vous obtenez le plus gros bouilleur de l'histoire de la moto. J'ai bien évidemment nommé le 3 cylindres en ligne de la Rocket 3. Et alors là les amis, ce moteur c'est juste un hommage à la démesure, à la décadence, à l'exubérance. On est sur le plus gros moteur de toute l'industrie moto. Alors oui, je sais ce que certains vont me dire. Oui, mais tu ne fais pas mention de la Boss Hoss, etc. Oui, bien évidemment, parce que la Boss Hoss, les amis, c'est un moteur de voiture. C'est un moteur Chevrolet qui est mis dans un châssis de moto. Mais là, sur cette machine, sur la Rocket 3, on est vraiment en train de parler d'un moteur qui a été conçu pour une moto. De base, c'est un moteur de moto. Alors on peut se poser la question, bien évidemment, quand on va regarder les caractéristiques et qu'on voit qu'on fait 2458 cc, oui, bien évidemment, le doute est permis. On peut se dire que là, à 2458 cc, on est quand même sur des niveaux de taille qui sont plus gros que très probablement 80% de la production voiture aujourd'hui. Je parle même pas de moto. Et avec des chiffres qui sont totalement dingues. 182 chevaux, 225 Nm de couple. C'est elle, la moto thermique avec la plus haute valeur de couple de toute l'industrie. Encore une fois, ici, de série. Et
Une Rocket 3, c'est une expérience absolument folle. Alors, il en a existé beaucoup de modèles. Aujourd'hui, on a les versions Storm, R et GT qui sont donc un peu révisées sur leur puissance et notamment d'ailleurs qui retrouvent les chiffres de l'édition TFC très limitée qui était sortie au début de cette nouvelle Rocket 3. Et cette machine, eh ben, c'est ni plus ni moins qu'un morceau de l'histoire de Triumph qui sont, eh ben, pour le coup, je trouve un des constructeurs qui font le plus grand écart entre des machines qui sont relativement réduites, avec les fameuses 400 qu'ils font aujourd'hui en monocylindre, et puis cette moto qui fait littéralement 6 400cc, 6 machines de 400cc en un seul moteur. Bref, c'est totalement fou, et effectivement, la Rocket 3, ça reste dans mes meilleurs souvenirs d'essais de moto vraiment que j'ai pu faire. Donc voilà, c'est une machine qui, à mon sens, méritait totalement d'être dans ce classement. Et là, maintenant, on passe à la deuxième moitié du top 10. Et là, on va rigoler et on va rentrer vraiment dans les ambiances que vous connaissez. Vous savez que j'ai une appétence particulière pour un certain type de moto. Et là, on va être en plein dedans, puisque cette machine, je vous en ai parlé pendant très longtemps en vous disant que c'était ma nouvelle moto préférée. Encore aujourd'hui, elle fait très probablement partie de mon top 3, top 4 de mes motos favorites of all time. Tellement son bouilleur est ultra attachant et gorgé d'une des choses que j'aime le plus, à savoir le couple. Je parle bien évidemment du 4 cylindres en ligne compressé de la Kawasaki ZH2 qui est lui aussi une espèce de dinguerie absolue. Il faut quand même se rappeler que Kawasaki en 2015 redéfinissent tous les standards de l'industrie moto en créant le moteur de la Ninja H2R qui est devenu littéralement légendaire avec ses 326 chevaux et les records de vitesse qui ont été établis 400 km/h sur un pont en Turquie. Et cette moto, elle a donné naissance à une dynastie de machines. La H2SX, la grande voyageuse, remplaçante finalement de la ZZR 1400 dans l'esprit. Bien évidemment, la Ninja H2, qui est un petit peu sa petite sœur homologuée pour la route et qui fera dans sa dernière version 240 bourrins quand même, qui apparaît d'ailleurs dans le film Top Gun Maverick. C'est pas une H2R, c'est bien une H2 carbone. Et finalement, bien sûr, la version que je préfère, la ZH2, le Roadster, qui est ici présent dans toute sa splendeur. C'est un moteur qui est ultra attachant et une machine qui est ultra atypique parce que finalement, cette moto, elle est vraiment pas pensée pour prendre les courbes le plus agilement possible. Ça, elle le laisse à ses autres sœurs, ses autres hyper roadsters de la même famille qu'elle. Elle est là pour une seule chose et une seule, donner des sensations en accélération qui sont complètement folles avec bien évidemment ce moteur suralimenté avec cette turbine qui prend 120 000 tours minute sur la Ninja H2R, c'est totalement fou. Et quand on regarde les specs, on a quelque chose qui est quand même complètement fou. 200 chevaux, 137 Nm et surtout, c'est une valeur qui aujourd'hui, avec les monstres qu'on voit dans l'industrie, ne paraît même plus tellement impressionnante parce que c'est vrai qu'effectivement, on voit des choses complètement dingues, mais c'est surtout la façon comme ce couple est délivré. Et à 6000 tours minute, quand la turbine se réveille, quand le compresseur s'emballe, vous prenez un coup de pied aux fesses, je suis désolé, je n'ai pas d'autre terme, qui vous laissera des souvenirs impérissables, surtout si vous n'avez pas été prévenu avant ou que vous avez oublié et que vous accélérez. Je vous assure que vous allez avoir la coque arrière de la machine, donc le petit dossier de selle, le dosseret de selle, qui va venir s'enfoncer dans votre coccyx et vous allez avoir quelques bleus comme moi je l'ai vécu lorsque j'ai essayé la ZH2 pour la première fois. Bref, aujourd'hui, je trouve que la ZH2 est une machine qui a vieilli. C'est une moto qui vraiment mériterait d'être remise à jour. Ça tombe bien, on a un événement qui arrive bientôt. Je ne sais pas si vous savez, l'EICMA 2026. Je croise les doigts pour que Kawasaki nous fasse de belles annonces à ce niveau-là. En tout cas, on ouvre la deuxième partie du classement avec la ZH2. Vous vous doutez bien que ça ne va pas descendre en intensité. Allez, on passe au top 4 avec maintenant, on a parlé d'une moto que j'ai adorée. On va continuer sur une catégorie qui est quand même très dans les mêmes genres. Et ce moteur, c'est celui qui me provoque les plus grandes sensations en termes de sonorité. C'est à mon sens, pour moi, le plus beau son moteur de toute l'industrie. Mais quand je parle de toute l'industrie, je ne parle pas que de moto. Je parle de voitures, je parle de bateaux, d'avions, de tout ce que vous voulez. C'est pour moi le moteur le plus viscéral et celui qui, encore aujourd'hui, me rend complètement fragile dès que je monte dessus. C'est très difficile pour moi de retenir une petite larmichette lorsque je tourne la poignée et que je n'ai pas roulé sur cette machine depuis longtemps. Vous savez très bien, si vous me suivez, de quelle moto je parle. Bien évidemment, le V4 Aprilia.
Et alors là, rien que là d'en parler, j'ai l'émotion qui monte parce que je l'entends. Même sans l'entendre, je l'entends. Cette espèce de grondement ultra profond, caverneux, comme un dragon qui sort de sa grotte. Vraiment quelque chose d'ultra limpide en plus. Hein. Ce n'est pas comme le V4 Ducati qui a un côté très métallique. Le V4 Aprilia, c'est vraiment ce qui monte et qui, plus il monte dans les tours, plus il devient aigu, mais toujours avec quelque chose d'extrêmement racing dans l'âme. Et vraiment, pour le coup, oui, c'est vrai. La Tuono V4 avec son moteur, hein, son V4, est encore aujourd'hui celui qui me provoque le plus d'émotions viscérales profondes et qui est absolument fou. Hein. Donc bien évidemment, hein, cette Tuono V4, vous la connaissez, hein, c'est le roadster hyper puissant de chez Aprilia, 180 chevaux, plus de 120 Nm de couple, qui a pas mal évolué et d'ailleurs qui dans cette version, je le trouve vraiment à tomber. Ce coloris est magnifique pour 2026. Aprilia, ils ont changé un peu la donne, ils ont commencé à faire un peu des motifs, des mélanges de couleurs et tout. Je trouve ça exceptionnel. Alors bien évidemment, hein, elle existe en deux versions, hein, la Tuono V4 en version standard et en version factory, avec du coup, là, vous avez les suspensions semi-actives, vous avez un petit peu toutes les petites choses qui font le charme de la machine. La seule chose que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, cette moto, elle soit équipée encore en M50, hein, même pas en stylet-mât sur le freinage. Ça, ce serait quand même sympa qu'ils fassent passer les choses au niveau supérieur, d'autant plus que la RSV4 est aujourd'hui dotée en high pure. Donc quand même, hein, je sais qu'il y a un écart de puissance grand avec la petite sœur Roadster, mais 180 chevaux, ça commence quand même à mériter, d'autant plus qu'à 21 050 €, c'est une machine qui vaut quand même son petit prix, donc ce serait quand même pas mal qu'ils fassent l'alignement. Mais pour le reste, hein, ne montez jamais sur une Tuono. Une RSV4, c'est pour moi un petit peu plus difficile parce que la position, pour moi, peut un peu diluer l'expérience. Mais sur une Tuono, vous êtes bien droit, vous êtes bien installé. Montez pas sur cette moto si vous l'avez jamais fait parce que c'est un aller simple pour le prêt auprès du banquier ou si vous avez les sous, vous ruinez très très vite. C'est vraiment exceptionnel. Bon, il nous en reste 3 à faire. On est déjà à 21 minutes de tournage, donc on va essayer d'avancer un peu. C'est pour moi, ce top 3, et là le moteur dont on va parler, le moteur le plus polyvalent de toute l'industrie moto. C'est un moteur qui sait absolument tout faire. Et il le fait extrêmement bien. Il est enchâssé en plus dans très probablement la moto la plus légendaire de toute l'histoire et une machine qui est extrêmement chère à mon cœur puisque j'ai passé le permis moto pour l'avoir. Bien évidemment, hein, sauf si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous savez très bien à quoi je fais référence. Le 4 cylindres en ligne de la Hayabusa. Et oui, ce bloc est complètement fou. C'est une cathédrale, un monument. C'est à la fois un moteur qui est d'une puissance totalement folle parce que encore aujourd'hui sur la Hayabusa, on parle quand même de 190 chevaux qui ont été un petit peu étouffés par rapport à la version précédente hein, qui en faisait 197. Rassurez-vous, hein, on est encore très très bien. 150 Nm de couple, c'est véritablement un boulet de canon. Et en plus de ça, eh bien, on a une machine qui est capable de tout, de tout. Vous pouvez rouler sur un filet de gaz à 2000 tours minute en 6e. La machine ne hoquette pas. Vous êtes en seconde à 2500-3000, vous tournez la poignée, vous vous satellisez, vous ne vous arrêtez jamais, la longe est complètement folle. Que vous voyagez, que vous fassiez de l'arsouille, que vous soyez à deux, tout seul, il sait tout faire. Ce moteur, il sait absolument tout faire. Et aujourd'hui, ça reste encore pour moi le moteur le plus polyvalent. Celui qui sait tout bien faire. Bien évidemment, il n'aura pas l'allonge d'une hyper sportive ultra pointue. Il n'aura pas l'ultra couple d'un bicylindre méga rempli. Mais si vous voulez mettre toutes les jauges à 17 voire 18 sur 20, le moteur de la Hayabusa, vous ne pouvez pas trouver mieux. En tout cas, c'est mon opinion. Allez, top 2. Alors, de quoi on va parler ? Eh bien là, on va évoquer un moteur qui m'a fait une énorme impression. Un moteur qui, pour moi, n'était pas immédiatement dans mon radar, parce que je n'étais pas forcément familier avec. Les machines qui l'ont intégré en son sein n'étaient pas non plus les motos qui m'appelaient le plus. Et il y a eu une rencontre, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, avec différentes motos équipées de ce moteur. Et puis, quand je suis arrivé à la dernière, je me suis dit, mais je suis amoureux. Et tant et si bien qu'en fait, j'en ai même fini par acheter une de leurs versions. Je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler.
J'évoque les amis le Boxer de la R1300R, le 1300 avec le Shift Cam et particulièrement, vous le savez bien sûr, dans cette version, dans le Roadster. Mais il est vrai que, quelle que soit la machine qui soit équipée du nouveau 1300, elles sont toutes complètement folles. La GS, la RT, la RS, et puis bien évidemment, ma chère R1300R actuellement dans le garage. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est ma nouvelle moto avec cette option 719 et sa couleur Kilauea. Que dire si ce n'est que c'est vraiment un moteur absolument exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel et vous comprenez, quand vous roulez ne serait-ce que 20 minutes dans votre vie sur une GS, sur une RT, sur une RS, vous comprenez pourquoi il y a des personnes qui ne jurent que par ce moteur. Parce qu'il est vraiment fou. Et là, dans cette nouvelle version en plus, il est doté de la technologie Shift Cam, ce qui lui permet d'accentuer le couple en bas, l'allonge en haut. Vous avez des chiffres qui sont complètement fous. On va quand même aller regarder un petit peu. On est sur 1300 cm3, mais surtout 149 Nm de couple, 145 chevaux. C'est un moteur qui est très équilibré, qui en plus de ça a un centre de gravité qui est très bas. Donc même sur une machine comme la R1300R, qui fait quand même ses 240 kg, ça se manie hyper bien. Et alors sur les machines qui sont encore plus lourdes, c'est encore plus flagrant. Sur la RT, sur la RS, sur la GS, on le voit très très bien. Et franchement, c'est un moteur qui est exceptionnel à tous les niveaux. En plus, quand vous avez l'ASA, parce que moi je l'ai pris en version ASA avec la boîte de vitesse automatique, c'est un régal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai envie d'être en mode manuel, j'ai pas besoin du coup de sirette. Moi franchement, je m'en fous du coup de sirette. En mode manuel, je passe mes vitesses au shifter, je profite de la personnalité, le caractère de la machine, et quand j'ai envie de lui rendre la main, je la passe en mode D, et là, elle gère tout toute seule. Bien évidemment, c'est pas parfait. Il va y avoir des moments, si vous êtes en D et que vous roulez en ville par exemple, elle va pouvoir rentrer une seconde à un moment où vous rentrez dans un rond-point et donc il faut un peu s'y attendre. Effectivement, ces technologies-là, elles vont encore évoluer. Mais quand vous vous en servez pour ce pourquoi elles sont prévues, à savoir, vous faites un petit peu de route, vous faites des trajets un peu longs et tout, et vous n'avez juste pas envie de vous embêter avec le passage de rapport, ça marche nickel. Et oui, ce moteur, il est absolument exceptionnel. Alors vous allez me dire, parce que si on a bien fait les calculs, il nous reste normalement un moteur. Vous allez me dire, mais je comprends pas. Tu as acheté cette moto avec ce moteur, donc il est incroyable, tu l'adores. Qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Eh bien oui, il existe encore pour moi un moteur au-dessus. Un moteur qui sacrifie un petit peu de l'onctuosité, qui peut être très brutale, mais l'onctuosité de la R1300R au profit d'un caractère qui est débile. Je n'ai pas d'autre terme, il est débile ce moteur, ce caractère moteur, il est complètement fou. Et la raison tout simplement pour laquelle je n'ai pas une moto avec ce moteur-là aujourd'hui, c'est que j'ai voulu changer un peu. Parce que j'en ai déjà eu 4 des motos équipées de ce moteur. Et que je sais à quel point, il est, à mon sens, parfait. Pas comme celui de la Yabusa, mais dans un autre registre, dans celui de vous donner la banane en permanence et avec une facilité qui est confondante. Je parle bien évidemment du LC8, de la Super Duke 1290 et 1390. Oui, ce moteur est pour moi le meilleur de l'industrie. Tout simplement parce que il donne quelque chose de tellement exceptionnel, non pas au niveau viscéral, ce côté, vous savez, on a envie de chialer sur la tonneau, mais dans le plaisir, la banane permanente. Monter sur une Super Duke, c'est avoir envie de faire le con, c'est avoir envie de kiffer, c'est avoir envie de profiter. Et là où il est très très fort ce moteur, et il a bien évolué depuis la V1 de la Super Duke, c'est qu'il est capable de le faire sans vous donner énormément de contraintes. Alors oui, bien évidemment, il n'aura jamais, même sur un boxer de BMW, la douceur que vous pouvez avoir à bas régime, parce que lui, il va cogner, il va vous en montrer un petit peu des vertes et des pas mûres. Mais mon Dieu, dès que vous tournez la poignée de ce machin, en fait, c'est une moto qui ne se déplace pas, elle se téléporte d'un point A à un point B. Et la Super Duke, c'est une machine à voyager dans l'espace et le temps. Et c'est tellement agréable d'avoir cette réserve inépuisable de couple à tout moment, mais d'avoir en plus la possibilité de tirer un peu, parce que je vous le rappelle quand même, aujourd'hui, ce moteur, on dit 1390, mais c'est un moteur qui fait 1350 cc, il sort
à peu près autant de couple finalement que le boxeur. Hein. Regardez, on va descendre et vous allez voir tout de suite, on a tous les détails. Il sort 145 Nm, donc c'est même exactement la même valeur. Mais regardez la valeur de puissance. 190 chevaux. C'est débile. C'est débile. Et là, du coup, vous mariez à la fois la performance, la puissance et le couple de camions. Le tout dans une machine qui fait 200 kg, qui a des équipements de partie cycle totalement barjots, et vous vous retrouvez avec un monstre absolu qu'est la Super Duke 1290 et 1390. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, la seule raison pour laquelle j'ai pas racheté une Super Duke, c'est que c'est la 4e que j'ai déjà et que franchement j'avais envie de changer un peu. J'étais tombé amoureux de la R1300R et j'en suis franchement ravi. Je ne l'échangerai contre rien au monde. Mais si je devais en donner qu'un seul, si demain on me demandait d'acheter une moto et on me disait tu ne peux rouler qu'avec ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, j'achèterais une Super Duke sans cligner des yeux parce que ce moteur il est juste exceptionnel. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. 30 minutes de moteur, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout bien évidemment, donnez-moi peut-être pas un top 5, un top 10, parce que ça va faire des longs commentaires, mais au moins votre top 3 de vos moteurs préférés. Quels sont vos moteurs préférés dans l'industrie? Je serais très curieux de voir un petit peu dans la commu vers quoi vous vous orientez. Je trouve que c'est un truc qui est super intéressant. Je pense qu'il va y avoir des réponses très différentes. Donc c'est toujours un plaisir. Et puis écoutez, l'été bat son plein, mais la Roadsters TV ne s'en va pas loin. Un bon slogan. Je suis là pour couvrir toutes les actus, toutes les annonces et vous faire des petits sujets comme ça qui, je pense, sont aussi sympathiques pour un petit peu s'aérer l'esprit. Donc voilà. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!